Salut à toutes et à tous, chers compatriotes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dénommée 3 Avril Zambia. Si c'est pour vous la première fois de nous retrouver sur cette vidéo, nous vous prions, nous vous recommandons de s'abonner sur notre chaîne pour pouvoir être en possession ou être en accès sur toutes les vidéos précédentes à celle-ci. Cela vous permettra de pouvoir connaître effectivement ce que nous sommes en train de parler sur notre chaîne, notamment sur les formations liées à la maîtrise du fonctionnement des institutions de la République, notre pays. Nous poursuivons notre formation toujours dans le cadre de cette séance. Nous parlerons de l'interministérialité où nous avions prévu la 4e séance. C'est toujours votre humble serviteur, l'ingénieur civil 3 Avril Zambia, qui vous disponibilise cette formation sous la connotation de notre structure dénommée l'Observatoire interdisciplinaire des cultures émergentes. Nous vous présentons l'économie de notre 4e séance telle que prévue. Nous vous présentons ceci. La 4e séance, nous avions prévu de parler avec vous sur une épineuse question sur les exigences éthiques et protocolaires auxquelles sont soumis les membres du gouvernement. Qu'est-ce que nous allons parler par rapport à ces exigences? Au premier point, nous parlerons sur les exigences éthiques auxquelles les membres du gouvernement sont censés respecter à la lettre. Au deuxième point, nous allons épingler les points sur les exigences protocolaires auxquelles les membres du gouvernement sont toujours soumis à respecter. Et puis, le point 3, nous allons parler sur les questions liées, n'est-ce pas, à la négociation et puis la signature des traités et accords internationaux. Donc, voilà un peu sur le plan contextuel ou encore sur les contenus de ce que nous allons parler avec vous sur cette séance qui est dédiée à la 4e séance, toujours dans notre module intitulé l'interministérialité. Donc, notamment, nous allons scinder cette 4e partie en 3 vidéos. La première vidéo qui est celle-ci, nous allons parler des exigences éthiques et protocolaires. La deuxième vidéo, nous allons parler des contacts diplomatiques, ainsi que la dernière vidéo, nous parlerons de la négociation, de la signature des traités et accords internationaux. Donc, voilà un peu par rapport au préambule de ce que nous allons parler sur cette vidéo. Et puis, nous passons tout droit sur les 2 premiers points que nous avions énumérés. Qu'est-ce que nous pouvons dire dans ce sens? Quelles sont les exigences éthiques et protocolaires auxquelles les membres du gouvernement sont soumis? En guise de cette question, nous répondons en ce sens. D'abord, le fonctionnement efficient du gouvernement est tributaire des 3 mots-clés que nous avions déjà épinglés dans nos vidéos précédentes, à savoir la discipline, la cohésion et la solidarité. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en premier lieu. En deuxième lieu, nous disons ceci. Cette trilogie, c'est-à-dire la discipline, la cohésion et la solidarité, est sous-tendue par des exigences éthiques et protocolaires que les membres du gouvernement doivent respecter à la fois pour la dignité de la fonction et l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est ce que nous pouvons dire. Et en troisième lieu, nous disons ceci. Ces exigences sont contenues notamment dans la Constitution, dans les codes de conduite de l'agent public de l'État et dans les règles du protocole d'État. Donc voilà un peu ce qui nous avait poussé de pouvoir parler du premier module sur les valeurs éthiques, gouvernance démocratique et transparence dans le secteur public. Vous voyez que ces modules ou encore cette partie complète, n'est-ce pas, les premiers modules que nous avions vus sur les codes de conduite de l'agent public de l'État, notamment qui est observé par la structure qu'on appelle l'OCEP, l'Observatoire de l'éthique professionnelle. Donc voilà, nous passons en disant ceci. Sur les premiers points où nous avions prévu de parler sur les exigences éthiques, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les exigences éthiques auxquelles les membres du gouvernement sont censés respecter? Après la prise des fonctions, c'est-à-dire chaque membre du gouvernement, c'est-à-dire les ministres, est tenu d'accomplir des formalités essentielles suivantes sur le plan éthique, lesquelles nous pouvons dire ceci. La première exigence ou encore la première formalité qu'un membre du gouvernement est censé mettre en application, c'est d'abord la déclaration du patrimoine familial. Donc, voilà un peu sur la première formalité qu'un ministre doit mettre en application. Qu'est-ce que les membres du gouvernement est censé faire? C'est-à-dire, au terme de l'article 99 de la Constitution, les membres du gouvernement sont tenus avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, c'est-à-dire à la fin du mandat, de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tout autre immeuble avec indication de titres pertinents. Donc voilà ce qui recommande l'article 99 de la Constitution par rapport à la déclaration du patrimoine familial des membres du gouvernement avant d'entrer en fonction et à la fin
de son mandat au niveau du gouvernement. Nous ajoutons ceci. Faute de cette déclaration, en dehors les 30 jours, les membres du gouvernement concernés aient été démissionnés. Nous disons encore dans ces termes, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, c'est-à-dire la fin du mandat, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause que nous avions dit, les enrichissements illicites, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation est saisie selon les cas. Donc voilà un peu sur ces points, on peut ajouter en ce sens. C'est une obligation que certains membres du gouvernement perdent souvent de vie, alors qu'elle comporte des conséquences très graves. Donc voilà un peu sur les exigences éthiques auxquelles les membres du gouvernement sont censés respecter avant leur entrée en fonction et puis à la fin de leur mandat. Nous ajoutons en disant ceci sur la deuxième exigence, parce que nous sommes toujours dans les exigences éthiques auxquelles les membres du gouvernement sont censés. Nous parlerons de la signature du code de conduite de l'agent public d'État. Voilà, c'est la raison qui nous avait poussé de pouvoir parler sur les codes de conduite de l'agent public d'État dans les premiers modules. Référez-vous toujours à notre formation dans les premiers modules. Nous avions parlé des codes de conduite de l'agent public de l'État. Vous allez tout comprendre. Nous disons ceci. Parallèlement à la déclaration du patrimoine, les membres du gouvernement se soumettent aussi à la procédure de signature du code de conduite de l'agent public de l'État. Comment alors? Par cette signature, les membres du gouvernement s'engagent à respecter les règles d'éthique liées à l'exercice de ses fonctions. Le formulaire irrélatif est signé par les membres du gouvernement et contresigné, c'est-à-dire les ministres, qui va signer et contresigné par le secrétaire général du gouvernement en présence, n'est-ce pas, du responsable de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, donc les responsables de l'OCEP. Donc voilà ce que nous avions parlé aussi dans la vidéo précédente sur les missions du secrétaire général du gouvernement qu'on avait dit, il est les maillons ou encore les pivots ou les moteurs ou encore la pièce centrale du fonctionnement régulier des institutions et puis entre le gouvernement et l'institution président de la République. Donc voilà un peu ce qu'un membre du gouvernement ou un ministre est censé respecter en ce qui concerne les exigences éthiques qu'il doit mettre en application avant la prise de sa fonction. Nous passons en disant ceci. Sur le deuxième point, nous avions prévu de parler des exigences protocolaires auxquelles les membres du gouvernement sont censés respecter. Sur les plans protocolaires, les membres du gouvernement doivent faire quoi? Nous disons ceci. Il y a plusieurs exigences protocolaires auxquelles les membres du gouvernement sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit des exigences ayant trait à, donc, d'abord, la tenue officielle. Donc, nous parlons ici de la tenue officielle. Nous disons ceci. Plus qu'une affaire personnelle, l'habillement est porteur d'un message qui varie en fonction des circonstances et des milieux. Nous ajoutons ceci. Une bonne tenue est une règle de bon sens et la tenue officielle est une règle universelle. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la tenue officielle. Dans les rencontres officielles et dans des cérémonies officielles toujours, il est recommandé aux membres du gouvernement de mettre la tenue officielle que l'on appelle aussi tenue de ville. Voilà ce qui concerne les exigences protocolaires sur la partie tenue. Nous disons ceci, pour les hommes, nous disons ceci, la tenue de ville est constituée d'un costume également appelé complet ou complet vaisseau, de couleur foncée, bleu, gris ou noir, assorti d'une chemise blanche ou légèrement teintée d'une cravate et parfois complétée d'un gilet. Donc voilà un peu par rapport à la tenue, de façon générale, ce que les hommes peuvent porter en ce qui concerne les cérémonies et puis les rencontres officielles. Pour les femmes, on dit ceci, pour les femmes, la tenue de ville est soumise à la même rigueur que pour les hommes. Ici, on parle alors d'un ensemble jupe et chemisier ou d'un tailleur. Toutefois, les pagnes africains que nous appelons communément l'ibaya a toujours été le vêtement traditionnel de référence et assimilé à la tenue nationale, tenant souvent lié de la tenue de ville. Donc voilà un peu la nette distinction en ce qui concerne la tenue de ville consacrée aux cérémonies et puis aux rencontres officielles auxquelles les membres du gouvernement sont censés respecter sur le plan protocolaire. Nous ajoutons ici, cependant, les accessoires vestimentaires tels que couvre-chef, chapeau, canne sont de plus mauvais effets à éviter au maximum possible dans des cérémonies et des rencontres officielles. Voilà, en règle générale, nous disons ceci, plus la cérémonie est importante, plus la couleur de la tenue doit être sombre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. La deuxième exigence protocolaire, c'est par rapport à la préséance. En ce qui concerne la préséance, en titre illustratif, nous disons ceci. La préséance est comprise comme le droit de précéder quelqu'un dans une hiérarchie protocolaire ou
plus spécifiquement comme une préférence dans l'ordre et dans les rangs à suivre. Nous ajoutons encore ceci. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans cette formation, la préséance et l'ordre protocolaire des membres du gouvernement est déterminé par l'ordonnance de nomination, laquelle est fonction de plusieurs considérations, notamment d'ordre politique. Mais toutefois, nous disons ceci. La hiérarchie suivante doit être respectée sur les plans protocolaires. En ce qui concerne la hiérarchie, il y a d'abord le Premier ministre, suivi du vice-premier ministre, suivi du ministre d'État, suivi du ministre, suivi encore du ministre délégué, les cas échéants encore, et en dernier, c'est le vice-ministre. Donc voilà un peu par rapport à la hiérarchie protocolaire sur le plan de l'ordre décroissant. Nous pouvons dire que cette hiérarchie doit être respectée en commençant par le Premier ministre jusqu'au vice-ministre sur le plan protocolaire en ce qui concerne l'hiérarchie des membres du gouvernement. Voilà un peu en guise de cette première vidéo. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification et puis de partager au maximum ces vidéos pour que les compatriotes puissent s'en rendre compte du bon fonctionnement des institutions de la République de notre pays. Nous vous remercions infiniment pour votre attention soutenue et pour votre brillante participation. Je vous dis à la prochaine et ciao!